Bon, l'heure est grave. Ça va littéralement faire 10 ans que j'ai créé cette chaîne qui s'appelle Cybot, et on n'a encore jamais parlé de Mortal Kombat. C'est fou. Et comme ce mois-ci j'ai beaucoup de travail, je me suis dit pourquoi pas faire tranquillement un petit tour du lore de Mortal Kombat. Et là je parle bien du lore, hein. On va pas parler du développement, du gameplay ou quoi que ce soit, mais bien de l'univers fictionnel du jeu. Univers qui est bien évidemment développé dans les jeux, mais aussi dans différents comics et autres œuvres. Et ce petit tour, on va le faire en 4 points. Pourquoi 4 ? Bah déjà parce que j'aime bien le chiffre 4, et aussi ça fait un petit clin d'œil à mon outro, quoi. Vous savez là, quand je dis moins de 4 ans et tout, c'est iconique un peu, hein. Bref, allez, c'est parti. Attention, on parle ici de l'univers d'un jeu de combat où le plus important c'est d'avoir un bon gameplay pour faire la bagarre avec tes copains. Donc l'histoire et le lore sont mis au 3e, voire même 4e plan. Du coup, comme dirait Karim Debache, ça a l'air complètement con, mais en vrai, c'est complètement con. Bref, l'univers Mortal Kombat a pas de carte officielle parce que jeu de combat, tout ça, et c'est un univers consistant en plusieurs plans, plans qui s'appellent ici royaumes, et il y en a 6. Enfin, il y a également un multivers dans Mortal Kombat et selon les timelines, certains royaumes sont divisés ou réunis, mais dans la timeline principale du début, il y en a 6. Le royaume Terre, c'est, comme son nom l'indique subtilement, la Terre, qui est la même que la nôtre. L'Outre-Monde, le grand rival du royaume Terre qui est plus un empire qu'un royaume et qui est lui-même composé de nombreuses régions ou autres royaumes habités par différentes races. Est-ce que ces différentes régions font partie du même plan ? Est-ce qu'ils sont sur des plans différents ? On ne sait pas, personne ne s'est jamais fixé, toi-même tu sais, jeu de combat, tout ça. Mais du coup, de ce qu'on sait, il y a Edenia, la capitale de l'Outre-Monde, peuplée par les Edéniens qui sont basiquement des humains mais en plus fort et aussi des dragons. Zaterra, le royaume des Aterranes qui sont des hommes lézards. Vaetarus, le royaume des vampires. Oui, il y a un royaume de vampires. Kwatan, le royaume des Shokan, c'est ces trucs à 4 bras assez iconiques de l'univers Mortal Kombat. Tarkata, la terre des Tarkatan, une espèce d'humanoïde cannibale avec des épées dans les bras. Et pour ça, c'est encore plus flou de savoir est-ce que c'est un royaume à part entière ou est-ce que c'est une région d'un autre. Mais en tout cas, c'est là, c'est dans l'Outre-Monde. Oshtek, le royaume des Oshtek, eux aussi des humains en plus forts, sauf qu'ils ont une culture inspirée par les Aztèques. Et pour finir, il y a les îles Arniek qui sont peuplées par les Kaitin, des hommes insectes assez dégueulasses. D'ailleurs, au passage, il en penserait quoi, Astérion, lui, d'homme insecte ? Après, il y en a plein d'autres qui sont pas connus. Par exemple, depuis Mortal Kombat 3, on voit la race des Centauriens, sans qu'on sache d'où ils viennent. Et de toute façon, vu qu'il sort encore régulièrement des jeux Mortal Kombat, ils peuvent encore nous inventer des nouvelles races. Donc, on peut considérer que l'Outre-Monde est théoriquement infini. Et ça, c'est beau. Dans les autres royaumes, il y a aussi les royaumes de l'ordre et du chaos, un monde où les habitants vénèrent la perfection et un autre où ils vénèrent le chaos. C'est une zone assez peu explorée vu que ces deux royaumes se foutent sur la gueule pendant que la Terre et l'Outre-Monde se foutent sur la gueule aussi. Mais voilà, faut le citer, il y a une autre guerre en parallèle. Le royaume Nether, l'enfer. Et non, c'est même pas une blague, ça correspond vraiment à l'enfer. Et du coup, s'il y a l'enfer, il y a le paradis, oui, aussi appelé le royaume des dieux. C'est de là que viennent les dieux anciens, censés superviser ce qui se passe dans les autres royaumes, mais ils sont pas très compétents. En même temps, s'ils faisaient du bon boulot, il n'y aurait pas eu de jeu. Finalement, c'est pas un royaume, mais il existe aussi le vide, en parallèle, autour, on sait pas trop où c'est, mais c'est là, et c'est la demeure des titans, qui sont des créatures plus anciennes et puissantes que les dieux anciens. Mais heureusement, ils font pas grand-chose, parce que sinon, ça emmerderait bien le scénario. Bien, maintenant qu'on a fait un tour de l'univers, voyons un peu l'histoire. J'avoue, j'ai pas lu de comics Mortal Kombat, donc on va pas entrer dans les détails des détails et on va se contenter de suivre la trame principale des jeux dans les grandes lignes, en résumant encore plus que d'habitude parce que bon, on parle quand même là de 12 jeux et 17 extensions. Donc, au début,
L'Outre-Monde veut s'étendre et envahir le Royaume Terre, mais comme le Royaume Terre est en quelque sorte le dernier royaume libre, sans compter les 4 autres qui sont spéciaux, on donne des conditions à l'Outre-Monde, gagner 10 tournois de bagarre, le Mortal Kombat, qui réunit les meilleurs guerriers de chaque royaume, parce que voilà, c'est les dieux anciens, ils ont dit, alors on fait, et puis c'est tout. Donc, sur les 500 dernières années, l'Outre-Monde en a gagné 9. C'est ainsi que commence le premier jeu Mortal Kombat dans ce tournoi super décisif qui se déroule sous la supervision de Raiden, dieu ancien protecteur du Royaume Terre, et Shang Tsung, sorcier de l'Outre-Monde et occasionnellement premier boss de l'histoire de Mortal Kombat. On reviendra sur les autres personnages plus tard, vous inquiétez pas. Bien évidemment, à la fin, c'est le Royaume Terre qui gagne. C'est alors qu'arrive Mortal Kombat 2, où on en apprend un peu plus sur cette règle des 10 tournois, parce qu'apparemment 10 victoires de l'Outre-Monde, ça voudrait dire que ça apporterait tellement chaos dans le Royaume Terre qui serait absorbé par l'Outre-Monde. À Skip, ça marche comme ça. Bref, dégoûté d'avoir perdu la dernière fois, l'Outre-Monde propose d'organiser pour la première fois le tournoi chez eux, et on découvre alors leur terrible empereur Shao Kahn, mais encore une fois, le Royaume Terre gagne. Mortal Kombat 3, Shao Kahn a une grande idée, faire réincarner Sindel, sa femme morte, dans le Royaume Terre. Apparemment, il peut faire ça. Et du coup, vu que sa femme est sur le Royaume Terre, il est légitime pour le revendiquer. Évidemment. Et alors que l'absorption du Royaume Terre se fait et que des millions de gens meurent dans le processus, nos héros arrivent à l'arrêter de justesse et à vaincre Shao Kahn pour de bon. Mortal Kombat 4, maintenant qu'il n'y a plus de Shao Kahn, c'est Shinnok, dieu ancien banni dans le Royaume Nether, qui décide de lever une armée et d'envahir le Royaume Terre qui se retrouve obligé de s'allier à l'Outre-Monde, maintenant mené par un certain Reiko. C'est la guerre et, surprise, le Royaume Terre gagne. Notez comment les scénarios tiennent en moins de mots. Mortal Kombat 5 ? Non. Mortal Kombat Deadly Alliance. Là, c'est le sbeul dans le Nether, maintenant qu'il n'y a plus de Shinnok, quand un sorcier du coin, un certain Quan Chi, découvre la tombe du premier empereur de l'Outre-Monde, l'Empereur Dragon. Ouais, ils sont pas vraiment foulés sur celle-là. Empereur Dragon qui a été enterré avec son armée. Quan Chi les ressuscite alors pour prendre le contrôle du Nether avant de se rendre dans l'Outre-Monde pour y rencontrer Shang Tsung, faire une alliance de sorciers, la Deadly Alliance du coup, tuer Reiko et Shao Kahn, qui n'étaient pas vraiment morts apparemment, mais qui maintenant l'est pour de bon. Ils l'ont fait revenir juste pour le tuer, c'est con. La Deadly Alliance va ensuite aller discrètement sur le Royaume Terre pour tuer Liu Kang. Lui, je ne l'ai pas encore cité, mais en gros, c'est le meilleur combattant du Royaume Terre depuis le premier Mortal Kombat. La Deadly Alliance entre les deux sorciers a alors vaincu ses principaux ennemis, mais Raiden réunit à nouveau les meilleurs combattants du Royaume Terre pour les affronter. Cliffhanger. Mortal Kombat Déception. Les meilleurs guerriers du Royaume Terre encore réunis pour un Mortal Kombat, d'ailleurs ils doivent en avoir marre, ça fait 5 fois là, font face à la Deadly Alliance de Shang Tsung et Quan Chi quand Raiden lui-même décide de les arrêter. C'est la maxi bagarre entre Raiden et les deux sorciers et Raiden meurt. Mais dans la bagarre, Shang Tsung et Quan Chi s'embrouillent et du coup ils se tapent dessus entre eux. Comme quoi même la Deadly Alliance n'échappe pas au drama de séparation de duo. Et là c'est Quan Chi qui gagne et qui décide de révéler son arme secrète, l'Empereur Dragon. Sauf que l'Empereur Dragon il est surpuissant, du coup il l'écoute pas Quan Chi. Évidemment, en fait il est juste complètement con Quan Chi apparemment. Du coup, Quan Chi et Shang Tsung redeviennent copains, s'allient avec les combattants du Royaume Terre encore vivants pour faire face à la nouvelle menace. Encore un cliffhanger. Mortal Kombat Armageddon. On oublie le cliffhanger du dernier jeu et on résume grossièrement les événements en « Il y a beaucoup trop de combattants surpuissants, donc tout s'emballe, tout le monde pète un plomb, tout le monde finit par taper sur tout le monde malgré les alliances qui ont été faites et défaites dans les précédents jeux, et ce jusqu'à ce que les dieux anciens eux-mêmes interviennent pour tout faire péter. Triste fin. » Bon après, l'opus suivant c'est Mortal Kombat versus DC Universe, où une éclipse unit les univers de Mortal Kombat et DC Comics pour la bagarre, mais c'est pas canon donc passons au suivant. Mortal Kombat 9, qui s'appelle officiellement juste Mortal Kombat, mais c'est Mortal Kombat 9. Maintenant s'il s'appelle juste Mortal Kombat, c'est parce qu'on est dans un univers parallèle, la deuxième timeline, qui va reprendre toute l'histoire des premiers jeux, sauf que dans cet univers, Raiden a des visions d'un Raiden mourant qui lui répète « Il doit gagner !» On sait pas trop si c'est le Raiden de Mortal Kombat Déception ou d'une autre timeline, parce que celui-là semble s'être fait tuer par Shao Kahn et pas par Quan Chi. Mais bref, Raiden comprend pas alors que les événements suivent leur trame.
Premier Mortal Kombat gagné par le Royaume Terre, suivant organisé dans l'Outre-Monde mais quand même gagné par le Royaume Terre, résurrection de Sindel, invasion du Royaume Terre par l'Outre-Monde, Raiden et ses combattants vont alors dans le Nether pour demander l'aide de Quan Chi, mais il s'est déjà allié à Shao Kahn et il a déjà récupéré les âmes des combattants de la Terre morts au combat. Tout semble alors perdu quand Raiden a l'illumination. Il doit gagner ne parle pas d'un de ses combattants à lui, mais de Shao Kahn qui doit gagner pour envahir illégitimement le Royaume Terre. Liu Kang désespéré veut alors arrêter Shao Kahn à lui tout seul, mais Raiden le tue maladroitement en essayant de l'arrêter avant de se laisser faire vaincre par Shao Kahn. Shao Kahn se trouve alors maintenant dans le Royaume Terre sans avoir gagné 10 tournois. Les dieux anciens prennent alors possession de Raiden et le tuent, et c'est fini. Oui, c'est probablement l'opus avec le scénario le plus compliqué. Mortal Kombat X. X pour 10, parce que maintenant on se remet à compter normalement. Ça reprend les grandes bases de Mortal Kombat 4. 2 ans après les événements de Mortal Kombat 9, c'est Shinnok, le fameux dieu banni dans le Nether, soutenu par les armes de Liu Kang et des autres combattants de la Terre tombés, plein de haine contre Raiden, qui décide d'envahir le Royaume Terre, mais il est vaincu. On se retrouve alors 20 ans plus tard où on suit une nouvelle génération alors que le Royaume Terre est en paix avec l'Outre-Monde qui est lui-même en pleine guerre civile avec un certain Kotal Kahn au pouvoir. On suit alors nos héros dans une aventure un peu ambiguë dans l'Outre-Monde où ils sont alliés, puis ennemis, puis re-alliés, jusqu'à ce que Devora, une conseillère de Kotal Kahn, se révèle être une agent de Shinnok. Elle le ressuscite, tout le monde s'allie pour le vaincre et Raiden doit puiser dans une énergie sombre pour devoir y parvenir. Raiden devient alors une version sombre de lui-même et se montre désormais en ennemi de la version sombre de Liu Kang qui règne désormais sur le Nether, alors que la situation de l'Outre-Monde, elle, se stabilise lentement. Mortal Kombat 11, on est donc dans la situation sur laquelle le jeu précédent s'est terminé, le monde est stable et les nouveaux héros prennent du grade. Mais d'un coup, la réalité se distord et les timelines du passé et du présent s'entrechoquent. Shao Kahn et d'autres démons du passé refont à leur surface, mais c'est aussi le retour du jeune Liu Kang et d'un Raiden non corrompu. Après un moment de confusion où tout le monde se tape dessus, on comprend que c'est la Titanesse, comment on dit ? Bref, la femme titan Kronika, gardienne du temps, insatisfaite de la tournure des événements qui a fait s'entrechoquer passé et présent pour créer une timeline parfaite. Vous connaissez la chanson, les héros s'unissent pour l'arrêter, mais à la fin, il reste que Liu Kang et Raiden contre Kronika, et dans leur combat, ils effacent toute la timeline jusqu'à un temps avant la création des différents royaumes. Raiden décide alors de renoncer à son immortalité et de la donner à Liu Kang, parce que apparemment il peut faire ça. Liu Kang devient alors un dieu ancien et le gardien du temps, avec pour mission de réécrire toute la timeline. Et là, je le mentionne très vite fait, il y a une extension dans laquelle on voit que certains personnages très puissants sont encore vivants juste avant que Liu Kang puisse réécrire l'histoire, parmi lesquels ce bon vieux Shang Tsung qui essaye de prendre sa place. Ça va être important, vous verrez. Mortal Kombat 1. C'est vrai que le premier Mortal Kombat s'appelait juste Mortal Kombat, donc le nom Mortal Kombat 1 était libre. Et pourquoi ce nom ? Parce que c'est le début de la 3e timeline. La timeline écrite par Liu Kang, où il a mis bien tous ses potes et a affaibli tous ses ennemis qui sont pas pour autant morts. Et je trouve le concept vraiment cool. C'est plein de petites références au lore qui font plaisir aux bandeurs de cet univers comme moi, et ça fait un peu un genre de what if. Dans cette timeline, le Mortal Kombat est purement amical entre l'Outre-Monde, dirigé par l'impératrice Sindel, et le Royaume Terre, protégé par Liu Kang, et dont le guerrier le plus fort est un certain Raiden. Seulement, Shang Tsung, qui était un simple marchand ambulant, commence à recevoir les conseils d'une mystérieuse femme qu'il conseille pour pouvoir lui permettre de monter en grade jusqu'à faire partie de la cour de l'impératrice, où il s'entoure du général Shao Kahn de cet univers, et de Quan Chi, qui était lui aussi un moins que rien dans cet univers. Ils essaient alors de prendre le contrôle de l'Outre-Monde pour pouvoir envahir le Royaume Terre, mais ils sont arrêtés. Les héros réalisent alors que l'étrange femme qui le conseillait n'était autre que le Shang Tsung d'un univers parallèle dont il est le gardien du temps, car oui, il existe une timeline où c'est Shang Tsung qui a réussi à prendre la place de Liu Kang. Ce dernier réalise alors l'existence du multivers et veut savoir s'il y en a d'autres, et oui, il découvre qu'il y a autant de réalités parallèles qu'il y a de héros susceptibles d'en devenir les gardiens du temps. Liu Kang lève alors une giga armée de gardiens du temps, tabasse Shang Tsung, puis comprend que gardien du temps c'est un job à plein temps, il renonce alors à son rôle de protecteur du Royaume Terre qui est de toute façon en sécurité car en paix. On a aussi une extension où la timeline gérée par Havik, grand prêtre du chaos du royaume du chaos, essaie de répandre le chaos dans les autres timelines, et oui, ça fait beaucoup de fois le mot chaos, mais c'est normal parce que l'extension s'appelle le règne du chaos. Bien entendu, à la fin, il est arrêté.
c'était un peu long. Du coup, voyons un sujet un peu plus léger pour se reposer avant de repartir dans le complexe. Comme j'ai dit, le royaume Terre, c'est notre Terre. Pas de pays fake à la Marvel ou je sais pas quoi. Et du coup, les personnages humains ont des nationalités. Même si la majorité sont chinois ou américains, chaque continent est représenté. L'Asie et l'Amérique du Nord, bien sûr, mais aussi l'Amérique du Sud avec Mavado, même si on ne connaît pas sa nationalité exacte, l'Océanie avec Keno qui est australien, et surtout, là où c'est original, un seul Européen et un seul Africain, Cyrax qui est botswanais et Smoke qui est tchèque. Des nationalités qu'on voit pas souvent dans le monde du jeu vidéo ou même du divertissement en général. Moi, je trouve ça cool. Bref, retour aux choses sérieuses, mais restons avec les personnages. Et oui, maintenant que les bases sont posées, parlons quand même des personnages les plus iconiques, et on va vraiment rester sur les plus iconiques, parce que il y en a 101 en tout. Mais après avoir cité les personnages utiles au scénario avec un grand S, voyons les autres personnages et développons quelques sous-scénarios sympas à mentionner, notamment celui entre Scorpion et Sub-Zero, les deux personnages les plus iconiques de la licence dont on n'a même pas encore pu citer les noms. Voyons ça royaume par royaume, alors déjà dans le royaume de l'ordre, il n'y a personne d'important. Pour le royaume du chaos, on l'a cité, Havik, le grand prêtre du chaos, et il semblerait qu'à long terme, le royaume du chaos gagne face au royaume de l'ordre, donc l'armée du chaos finit par s'allier à l'outre-monde, puis au Nether pour semer le chaos sur le royaume Terre. Mais Havik est absent de la deuxième timeline et réapparaît dans la troisième où il fait juste acte de présence jusqu'à l'extension règne du chaos où c'est un Havik maître du temps qui est l'antagoniste principal jusqu'à ce qu'il meure. Pour le royaume Nether, on a cité les principaux, Quan Chi et Shinnok, mais leurs histoires respectives sont liées au scénario principal. Sinon, il y a aussi Ermac, qui est une création de Quan Chi, un être composé de milliers d'âmes, mais il est surtout au service de l'outre-monde et très peu important dans l'histoire avec un grand H. Le royaume des dieux, c'est chez les dieux anciens. Du coup, on a cité Shinnok, dieu déchu et enfermé dans le Nether, Raidon, dieu du tonnerre et protecteur du royaume Terre, mais il y a aussi son frère Fujin, le dieu du vent, un dieu du feu, un dieu de terre, un dieu d'eau, qui s'appelle peut-être Argus, mais c'est pas sûr, parce que quand il apparaît, il se fait juste appeler dieu de l'eau, mais on entend souvent parler d'un dieu lié au monde aquatique qui s'appelle Argus, et qui est le papa de tous les demi-dieux de cet univers. Mais on sait pas si c'est un seul personnage ou pas. Finalement, il y a aussi Cétrion, déesse des éléments ou déesse de la nature, là aussi on n'est pas fixé, même si la deuxième option fait plus sens vu que les différents éléments ont déjà leurs dieux respectifs. Après, il y a aussi beaucoup d'autres dieux qui sont soit pas importants, soit pas connus. Dans l'outre-monde, chaque race a son champion qui ont tous des sous-scénarios plus ou moins intéressants selon les jeux. Mais pour citer les plus connus, il y a Reptile pour les Ateran, Baraka pour les Tarkatan, Devora pour les Kaitin, Motaro pour les Centauriens, Kotalkan pour les Oshtek et Goro, Shiva et Kintaro pour les Shokan. Goro qui est le champion de l'outre-monde qui a gagné les 9 premiers tournois, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait sur lui. Le seul sous-scénario vraiment important pour l'outre-monde, c'est celui d'Edenia, qui commence pareil dans les différentes timelines, avec la mort du roi d'Edenia, Gérod, assassiné. Et là, dans les timelines 1 et 2, c'est le général Shao, qui est soit un pur Edenien, soit moitié dragon, là encore on n'est pas fixé, qui prend le trône et qui devient Shao Kahn. Shao, qui a au passage probablement orchestré le meurtre de Gérod, fonde l'empire de l'outre-monde. Il épouse sa veuve Sindel et adopte sa fille, un autre personnage iconique dont on n'a pas encore parlé, Kitana. Mais Kitana refuse de considérer Shao Kahn comme son père. Ce dernier demande alors à ses sorciers de lui créer une fille, un clone de Kitana mixé avec du sang Tarkatan, Mileena. Kitana rejoint alors les troupes du royaume Terre et devient l'amoureuse de Liu Kang, là où Mileena reste un lieutenant fidèle de l'outre-monde jusqu'à l'Armageddon dans la timeline 1. Dans la timeline 2, Kitana meurt comme Liu Kang et devient elle aussi un zombie du Nether, alors que Mileena revendique le trône de l'outre-monde occupé par Kotal Kahn. Mais Mileena finit par mourir de façon dégueulasse, oui dégueulasse même pour les standards de Mortal Kombat, puis, lors du choc entre le passé et le présent, la Kitana du passé aide le Kotal Kahn du présent à vaincre le Shao Kahn du passé. Oui, elle est technique celle-là. Kotal Kahn lui donne alors le trône et elle devient Kitana Kahn, mais la timeline est détruite par Liu Kang. Dans la timeline 3, c'est Sindel qui règne à la mort de Gérod, et Mileena et Kitana sont ses deux filles.
Et là, ils ont repris une idée très cool des comics. L'âme de Gérod se trouve en Ermac et finit par prendre le contrôle. Ermac devient Gérod, mais Sindel meurt au combat, et ici c'est Milena qui monte sur le trône. Mais vous inquiétez pas, Kitana a aussi son heure de gloire, parce que le troisième maître du temps qu'on découvre après Shang Tsung et Liu Kang, c'est Kitana, qui est la Kitana Khan de la deuxième timeline, qui est devenue maître du temps dans un univers parallèle. Finissons par le royaume Terre qui est divisé en plusieurs factions. Déjà, il y a le clan Takahashi, un clan éteint dont le descendant est Kenshi Takahashi qui essaie de réunir son clan, perd la vue d'une manière ou d'une autre mais la retrouve grâce à Sento, une arme légendaire qui est liée à son passé. Là, tant qu'on est dans les factions représentées par un seul mec, il y a bien évidemment Johnny Cage, une star de cinéma avec un puissant pouvoir au fond de lui sans qu'on sache vraiment pourquoi, et dont les scénarios reflètent parfaitement l'évolution de la façon qu'on a de voir ce genre de personnage. Dans la timeline 1, c'est vraiment le héros badass qui se bat jusqu'au bout pour le royaume Terre. Dans la timeline 2, c'est la star musclée, beauf et un peu débile. Et dans la timeline 3, c'est carrément un acteur devenu ringard, en plein divorce, endetté et prêt à tout pour avoir un rôle. Il y a également le gang du Dragon Noir qui a énormément de personnages mais dont les deux plus importants sont Keno, le chef du gang, trafiquant d'armes qui vend des armes de l'outre-monde sur Terre, et Kabal, son second dans la timeline 1 et flic sous couverture dans la timeline 2. Dans les deux timelines, Kabal est brûlé et finit dans une armure à la Dark Vador mais en super rapide et à la fin de la timeline 2 il finit aussi en zombie du Nether. Mais le Dragon Noir est absent de la timeline 3. Pour finir avec les US, parlons des forces spéciales dont les deux personnages les plus connus sont Sonya Blade et Jackson Briggs, deux fervents défenseurs du royaume Terre dans les timelines 1 et 2. Jack perd ses bras, dans la timeline 1 on sait pas trop comment, et dans la timeline 2 à cause d'Ermac. D'ailleurs, dans cette même timeline 2, Jax meurt et devient lui aussi un zombie du Nether, alors que Sonya, elle est une des rares survivantes et finit avec Johnny Cage. Mais Jax est le seul à réussir à sortir du Nether, ce qui donne un gros antagonisme entre le Jack du passé, jeune et plein de fougue, et le Jack du futur, traumatisé par tout ce qu'il a traversé. Mais Jax et Sonya sont absents de la timeline 3, probablement parce qu'ils vivent une vie paisible et tranquille écrite par Liu Kang. En parlant de Liu Kang, partons en Chine pour parler des Shaolin avec trois personnages importants. Déjà, il y a le grand Kung Lao, jamais jouable mais souvent cité parce que c'est le premier combattant à avoir représenté le royaume Terre au Mortal Kombat. Sinon, il y a aussi Liu Kang dont on a déjà beaucoup parlé, et le deuxième Kung Lao, qui est basiquement le meilleur ami de Liu Kang toujours là avec lui, sauf que comme lui est arrogant et prétentieux, il n'arrive jamais à son niveau. Mais il le suit partout. Dans la timeline 1, il survit un peu plus longtemps et défend le royaume Terre jusqu'à l'Armageddon. Dans la timeline 2, il le suit jusqu'à aussi devenir un zombie, et dans la timeline 3, c'est pareil, sauf que là son ami c'est pas Liu Kang, c'est Raiden qui est humain du coup. Vu qu'on a cité tout ce monde, on peut vite jeter un petit œil à la fameuse nouvelle génération de la fin de la timeline 2 qui est composée de Cassie Cage, la fille de Johnny Cage et Sonya Blade, Jackie Briggs, la fille de Jax, Kung Jin, un jeune Shaolin, et Takeda Takahashi, le fils de Kenshi qui a été entraîné par le clan des Shirai Ryu. Hein? Qu'entends-je? Vous ne savez pas ce que c'est les Shirai Ryu? Eh ben partons pour le dernier sous-scénario, j'ai bien évidemment gardé le meilleur pour la fin, qui commence par deux clans de guerriers. Les Shirai Ryu, un clan de guerriers japonais qui sont effectivement des ninjas, et les Lin Kuei, un clan de guerriers mercenaires qui, contrairement à ce que dit JDG, ne sont pas des ninjas chinois vu que c'est pas des ninjas et qui sont même pas chinois. Ils ont été fondés et sont dirigés par des Chinois, oui, mais leur QG est caché quelque part dans la glace, pas en Chine, et des personnages comme Smoke et Cyrax cités plus tôt font partie de ce clan alors que, ils sont pas chinois. Bref. Dans les timelines 1 et 2, l'histoire commence pareil, il y a longtemps mais pas trop longtemps non plus, quand les Shirai Ryu sont menés par un certain Hanzo Hasashi et les Lin Kuei par un certain Bi-Han, guerrier maîtrisant la cryomancie, la magie du glace quoi, et qui est donc le premier Sub-Zero. Les Lin Kuei qui sont des mercenaires sont alors envoyés massacrer les Shirai Ryu, ce qu'ils font, et une fois les Shirai Ryu vaincus, les Lin Kuei offrent leur service à l'outre-monde qui leur promet alors d'avoir du pouvoir dans le royaume Terre une fois celui-ci conquis. Pendant ce temps, Hanzo Hasashi, maître déchu des Shirai Ryu, se retrouve dans le Nether, mais il est tellement plein de haine et de colère qu'il se retrouve dans un état entre la vie et la mort. Les maîtres du Nether décident alors de le renvoyer sur Terre pour se venger sous la forme de Scorpion, personnage le plus célèbre de la licence, et non, contrairement à ce qu'on lit partout, Scorpion n'est pas
le gentil de l'histoire. Il sert juste ses intérêts et comme effectivement au début les Lin Kuei sont alliés des méchants, bah oui, il est allié des gentils. Mais vous allez voir, ça va pas durer. Bref, Scorpion revient sur Terre pour se venger et tue Bi-Han. Sauf qu'un connard sans pitié qui sait se battre comme Bi-Han, ça peut s'avérer très utile. Les maîtres du Nether décident alors de le garder lui aussi entre la vie et la mort, de lui donner la maîtrise du pouvoir des ombres, et il revient sous la forme de Noob Saibot, et je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis fan de ce personnage. Pendant ce temps, chez les Lin Kuei, c'est le frère de Bi-Han, Kuai Liang, qui devient le nouveau Sub-Zero, alors qu'un certain Sector devient maître des Lin Kuei. Mais le plan de Sector, c'est de transformer les Lin Kuei en machines, des cyber Lin Kuei, et Kuai Liang n'y échappe pas, il devient alors cyber Sub-Zero. C'est là que les scénarios diffèrent selon les timelines. Dans la timeline 1, Scorpion et Noob Saibot, ennemis mortels maintenant alliés, se battent avec le Nether qui attaque le royaume Terre, comme quoi ils sont plus si gentils, alors que les cyber Lin Kuei le défendent, et ce jusqu'à l'Armageddon. Dans la timeline 2, Saibot est vaincu, et une fois Shao Kahn vaincu lui aussi, par on sait quelle magie, Scorpion redevient humain, tout comme Kuai Liang qui est plus un robot. Bref, Scorpion, Hanzo Hasashi, reforme les Shirai Ryu en prenant notamment Takeda sous son aile, et Kuai Liang prend la tête des Lin Kuei. Les deux deviennent même alliés et amis, leur union devenant très précieuse pour les événements futurs jusqu'à la fin de la timeline. Dans la timeline 3, Hanzo Hasashi n'existe tout simplement pas, à croire que Liu Kang pouvait pas le blairer, c'est ici Kuai Liang qui est Scorpion, et c'est un Lin Kuei, le second de Bi-Han, qui est maître de l'ordre. Il traverse les événements du jeu sans trop d'histoire, mais au fur et à mesure, vu qu'on se refait pas, Kuai Liang finit par s'embrouiller avec Bi-Han qui reste un connard avide de pouvoir, et les deux se séparent. On en est là à la fin de Mortal Kombat 1, mais l'extension Reine du Chaos fait avancer cette histoire. Kuai Liang a créé son propre ordre de son côté, les Shirai Ryu, ce qui plaît pas à Bi-Han qui lui déclare la guerre. Mais c'est à ce moment que Havik attaque. Bi-Han, fidèle à lui-même, décide de l'attaquer en premier, mais il se fait capturer, torturer et corrompre par l'énergie du chaos, ce qu'il transforme en Noob Saibot. Et quelle erreur de Havik, parce que Bi-Han est maintenant surpuissant, à tel point qu'il botte le cul à tout le monde, Havik compris, mais autant de puissance entre les mains d'un connard, c'est chaud. Liu Kang le neutralise alors, avant qu'il puisse faire plus de dégâts, et le plonge dans un sommeil profond jusqu'à la suite. Super cool comme histoire. Bon bah, conclure ce tour du lore Mortal Kombat sur la fin de Saibot, ça me paraît plutôt pas mal, la boucle est bouclée. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé ou au moins que ça vous a plu. Moi j'ai vraiment kiffé le faire et j'aimerais bien vous parler d'autres choses en 4 points. Peut-être même pouvoir parler de sujets un peu plus histoire géo. Si on a qui sont abonnés à cette chaîne depuis longtemps, vous vous souvenez que je faisais ça à la base. Après oui, il y a bien évidemment des créateurs de contenu qui le font mieux que je pourrais jamais le faire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'idée. Sinon, le mois prochain, je vais reprendre les résumages express du MCU, vu que le pilote semble vous avoir quand même plu, et je vais essayer, je dis bien essayer, d'en faire plus qu'un, et du coup, oui, ça me ferait poster plus qu'une vidéo le même jour, mais c'est la meilleure option que je vois. Maintenant, ça a quand même été plus de taf que ce que j'imaginais à la base, donc je vous promets pas d'y arriver, mais je vais faire de mon mieux. Allez, c'était Saibot, prenez soin de vous, et à dans moins de 4 ans. Et l'animality de Saibot dans Mortal Kombat 1 le fait transformer en crocodile. Tiens, Saibot, crocodile. Mais il y a un mec de NetherRealm Studio qui est abonné à cette chaîne ou quoi?